Bonjour à toutes et tous. Donc cette deuxième capsule vidéo concerne le cours du jeudi 19 mars, donc la deuxième partie du cours du jeudi 19 mars. Nous allons dans ce cours terminer le chapitre 11, interpréter les propriétés d'une espèce chimique, qu'on a démarré mardi. Au cours de cette dernière partie, nous corrigerons aussi l'activité sur les propriétés des savons qui s'inscrit dans cette dernière partie du chapitre 11. Alors, comme vous allez le voir, dans cette fin de chapitre 11, on va beaucoup revenir sur le TP qu'on a réalisé ensemble la semaine dernière, jeudi dernier. Donc je vous le remontre ici, à l'extraction d'espèces chimiques. L'ampoule à décanter, les solvants polaires, apolaires, les espèces chimiques polaires, apolaires, voilà, vous vous souvenez de tout ça, vous reprendrez le corrigé si besoin, et donc vous allez voir que cette fin de chapitre 11 est directement en rapport avec le TP. Alors, première partie de cette fin de cours, donc on parle miscibilité et solubilité. Donc on dit que deux liquides sont miscibles lorsqu'ils se mélangent et forment un mélange homogène. Donc là par exemple quand on met en présence deux solvants comme l'eau et l'éthanol, ils se mélangent en toute proportion, on dit qu'ils sont miscibles en toute proportion, c'est-à-dire qu'ils ne forment qu'une phase. Et donc on a affaire ici à des solvants miscibles. A l'inverse, quand on met en présence l'eau et le cyclohexane, eh bien, on va avoir un mélange hétérogène. Les deux solvants ne se mélangent pas. Le solvant qui va surnager, c'est celui qui aura la plus faible densité. Ça n'a rien à voir avec la masse. C'est-à-dire que si vous mettez 1 litre de cyclohexane et 1 millilitre d'eau, donc la différence de masse va être énorme et à la faveur du cyclohexane, c'est le cyclohexane qui aura une masse plus importante, mais pour autant c'est le cyclohexane qui sera au-dessus. C'est la densité qui compte dans le fait que un solvant va se retrouver au-dessus ou en dessous d'un autre. Donc densité plus faible. Donc là, la densité de l'eau, c'est 1, la densité du cyclohexane, c'est 0,78, c'est pour ça qu'il est au-dessus. Alors, on l'avait vu lors du TP, ici, en analysant ce tableau, on avait vu que dans certains solvants, donc là, le cyclohexane, on avait vu que le cyclohexane était un solvant apolaire, puisque la différence d'électronégativité ici, entre les atomes qui constituaient les liaisons, que ce soit CC ou CH, étaient très faibles, et donc on avait des liaisons qui étaient non polarisées, donc un solvant apolaire. Alors que l'eau, on a vu que c'était un solvant polaire, puisque la position moyenne des charges partielles positives qui se trouvent à peu près par là, et la position moyenne des charges partielles négatives qui se trouvent avec l'oxygène, eh bien, ne sont pas confondus. Donc l'eau est un solvant polaire, le cyclohexane est un solvant apolaire, et on voit que la solubilité des espèces chimiques dans ces solvants n'est pas la même. Quand on a une espèce, un soluté polaire comme le sucre, il sera très soluble dans un solvant polaire comme l'eau, alors que une espèce apolaire comme le tétrachlorométhane, eh bien, sera soluble dans le cyclohexane, solvant apolaire. A l'inverse, le sel qui est polaire, en fait le sel c'est un cristal ionique, donc c'est le cas extrême d'une molécule polaire, on a deux pôles Na+, et Cl- bien séparés, et bien lui sera très soluble dans un solvant polaire comme l'eau et très peu soluble dans un solvant apolaire comme le cyclohexane. Et à l'inverse aussi, le tétrachlorométhane, qui est une molécule apolaire, sera très peu soluble dans un solvant polaire comme l'eau. Alors pourquoi, pour quelles raisons a-t-on ces différences de solubilité? En fait, pour qu'une espèce chimique se solubilise dans un solvant, il faut qu'elle puisse être solvatée. Alors solvatée, ça signifie qu'elle doit pouvoir être dissociée par le solvant et entourée par les molécules de solvant. Souvenez-vous, les trois étapes de dissolution, on a la dissociation des ions ou des atomes de l'espèce chimique, la solvatation et la dispersion en solution. Et là, la solvatation ne se fait pas. Et pourquoi la solvatation ne se fait pas quand on a un solvant polaire et un soluté apolaire? C'est parce que les liaisons qui se créent entre eux, en fait, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas d'interaction entre eux. Les interactions ne se font que qu'entre espèces de même nature. Donc les solvants polaires vont pouvoir créer des interactions avec des solutés polaires, les solvants apolaires vont pouvoir créer des interactions avec des solutés apolaires, et l'inverse n'est pas vrai. Donc en fait, pour savoir si un soluté est soluble dans un solvant,
eh bien, il faut se fier à l'adage qui dit qui se ressemble s'assemble, ou like dissolve like en anglais. En fait, un soluté polaire sera soluble dans un solvant polaire, un soluté apolaire sera soluble dans un solvant apolaire, et alors qu'un soluté polaire ne sera pas soluble dans un solvant apolaire, et un soluté apolaire ne sera pas soluble dans un solvant polaire. Donc les espèces ioniques ou les espèces chimiques constituées de molécules polaires seront solubles dans les solvants polaires, comme vous le voyez ici. Et les espèces chimiques apolaires seront plus solubles dans les solvants apolaires que dans les solvants polaires. Alors, pour réaliser une extraction liquide-liquide, eh bien, on va utiliser un outil qui s'appelle l'ampoule à décanter. Donc là, pareil, hein, souvenez-vous ici, l'objectif du TP, c'était de rattraper la petite erreur commise par le laborantin. Ici, il avait mélangé deux médicaments, tous deux en solution aqueuse, l'allodon qui contenait du sulfate de cuivre, soluté polaire, et la bétadine, donc qui est un soluté apolaire. Et donc tout ça c'était dans le solvant eau. Et donc là, il fallait extraire de ce mélange, qui était donc dans le solvant eau, il fallait extraire uniquement le diode. Donc là, il fallait réfléchir un peu à quel solvant choisir. Donc là, et puis utiliser l'ampoule à décanter. Donc lorsqu'on fait une extraction liquide-liquide, eh bien il faut choisir le bon solvant. Le choix du solvant s'appuie sur trois critères. Il faut que l'espèce chimique à extraire soit plus soluble dans le solvant choisi que dans le solvant de départ. Et il faut que le solvant choisi soit non miscible avec le solvant de départ pour qu'on puisse les séparer. Il faut qu'ici qu'on ait deux phases différentes. Et enfin, si plusieurs solvants répondent à ces deux critères, qui sont impératifs, ces deux-là, eh bien on choisit le solvant le moins dangereux pour la santé et pour l'environnement. L'utilisation de l'ampoule à décanter est à connaître. Vous avez une fiche méthode dans votre livre, page 393. Et sinon, je vous mets un lien sur l'ENT qui présente une petite vidéo où on voit l'utilisation de cette ampoule à décanter. Vous regarderez ça. Et donc là, donc, vous devez donc savoir utiliser l'ampoule à décanter. Donc il y a trois phases bien connaître. Hein. C'est on dégaz. Là, quand on dégaze, c'est qu'on laisse échapper les gaz qui se forment lors de l'agitation pour éviter la surpression. Et on laisse décanter, c'est-à-dire qu'on laisse reposer l'ampoule à décanter pour que les deux phases se séparent bien. Et donc la phase la plus faible, c'est toujours celle qui surnage. Alors, je vous remontre ici dans le TP le protocole donc, avec la partie texte et les images. Ici, donc là, le dégazage. Et un extrait aussi de votre manuel. Donc c'est la fin de la page 138 où on voit deux schémas que vous devez être capable de faire aussi. Le schéma de l'ampoule à décanter avant agitation et le schéma de l'ampoule à décanter après agitation. Là encore, hein, vous aviez à le faire lors du TP. Alors peu d'entre vous avaient eu le temps de le réaliser, mais il faut consulter le corrigé du TP et vous devez être capable de faire ce type de schéma. Donc ça vous aurez aussi à le faire en exercice quand je vous en donnerai sur cette partie. Alors, il nous reste donc une dernière partie à traiter, le caractère amphiphile. Donc avant de corriger, enfin avant de faire cette toute dernière partie du chapitre 11, eh bien revenons sur l'activité que vous aviez aussi à réaliser pour aujourd'hui, les propriétés des savons, puisque les savons sont des espèces chimiques justement dites amphiphiles. Donc on va voir en quoi ces espèces chimiques peuvent être qualifiées de cette manière, pourquoi elles peuvent être qualifiées de cette manière. Donc dans cette activité, on vous présentait un savon, donc là on vous disait qu'il avait une queue hydrophobe et une tête hydrophile. Alors, quand c'est hydrophile, ça aime l'eau, ça a une affinité avec l'eau. Hydrophobe, ça n'a pas d'affinité avec l'eau. Quand c'est hydrophobe, eh bien c'est aussi lipophile. Donc ça a une affinité avec les graisses, avec les lipides. A l'inverse, quand c'est hydrophile, c'est lipophobe. C'est-à-dire que quand ça a une affinité avec l'eau, ça n'en a pas avec la graisse, et quand ça a une affinité avec la graisse, ça n'en a pas avec l'eau. Une petite expérience classique qui permet de montrer ça, c'est le fait qu'il y ait des différences comme ça entre l'eau et les graisses. Si vous mettez de l'eau dans un verre à la maison et de l'huile, eh bien vous allez bien voir qu'elles ne se mélangent pas, ces deux solvants ne se mélangent pas, l'eau et l'huile. Et donc on a affaire à deux liquides qui sont non miscibles.
Et donc c'est pourquoi quand, un corps a une affinité avec l'eau, qui est un solvant polaire, il n'en aura pas avec l'huile, qui lui est un solvant apolaire, et inversement. Alors on peut se poser la question, de toute façon on va nous la poser assez vite après, hein, donc on pourra y revenir, mais pourquoi cette queue ici est hydrophobe? En fait, c'est assez simple, hein, il suffit de regarder les liaisons qui se forment. On a des liaisons CH, on sait que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est faible. On a des liaisons CC, pareil, hein, pas de différence d'électronégativité puisqu'on a les deux atomes à chaque extrémité de la liaison. Donc là, on n'a aucune liaison polarisée. Donc comme on n'a aucune liaison polarisée, toute cette partie-là, elle est apolaire. A l'inverse, la tête, eh bien, on voit que c'est chargé, hein. On a une tête chargée négativement ici. On a un CO au moins. Donc là, ici, c'est chargé. Donc quand c'est chargé, eh bien, c'est soluble dans les solvants polaires. Quand la partie est apolaire, eh bien, ça va être soluble dans les solvants apolaires. Donc c'est pourquoi la tête, elle est hydrophile, parce qu'elle est chargée, donc ça va être soluble dans les solvants polaires. La queue est hydrophobe parce qu'elle est apolaire. Elle ne sera pas soluble dans les solvants polaires, elle sera soluble dans les solvants apolaires. Donc on voit que le savon a cette particularité d'avoir les deux parties. Une partie hydrophile, la tête, une partie hydrophobe, la queue. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est amphiphile, parce qu'il y a les deux. C'est à la fois hydrophile et hydrophobe. Une partie hydrophile, une partie hydrophobe. C'est pour ça qu'on dit que c'est amphiphile. Alors c'est ça qui fait que le savon a ses propriétés lavantes. Parce que lors d'un lavage avec le savon, les taches de graisse vont être emprisonnées par l'eau. Donc là, donc le savon va se localiser à l'interface entre l'eau et la graisse, emprisonner la graisse, et le savon qui emprisonne la graisse va être évacué par le rinçage avec l'eau. La graisse est enfermée à l'intérieur d'une micelle, puis dispersée dans l'eau de lavage. Alors, les micelles, c'est quoi? C'est ça. En fait, ce que vous voyez là, c'est une représentation du savon schématique, avec la tête hydrophile et la queue hydrophobe. Et donc si elle est hydrophobe, elle est aussi lipophile. Donc elle va se mettre en contact, cette queue lipophile, avec le gras, les lipides. Et donc ça va, les molécules de savon vont entourer cette molécule, enfin pas cette molécule, hein, cette couche de graisse, cette bulle de graisse comme ça. Et par rinçage ensuite, eh ben, ça va être évacué par les eaux de rinçage. C'est comme ça que le savon lave. Donc on arrive aux questions. Donc là vous aviez les petites bulles, pas les petites micelles ici qui entourent le gras. Et donc première question, le caractère hydrophile de la tête du savon. Eh bien la tête est hydrophile parce que la tête est chargée négativement. Donc du coup forcément comme c'est chargé négativement, eh bien ça aura une affinité avec l'eau. Et donc c'est hydrophile. Le caractère lipophile de la queue du savon, on l'a dit. Aucune liaison polarisée dans la queue, donc toute la queue est apolaire. Et si c'est apolaire, eh bien c'est aucune affinité avec l'eau, qui est un solvant polaire. On n'aura pas d'interaction avec l'eau. Donc ici, c'est pourquoi la queue est hydrophobe, donc lipophile. Expliquer le terme lipophile. Donc la molécule expliquer le terme amphiphile, excusez-moi. La molécule de savon est amphiphile car elle possède à la fois le caractère hydrophile, donc affinité avec l'eau, et le caractère lipophile, affinité avec le gras. Et donc elle va pouvoir servir de lien entre l'eau et les gras puisqu'elle peut entrer en interaction avec les deux. Et donc on vous demandait de représenter enfin une micelle inverse de celle-ci, structure formée dans un solvant organique dans lequel se trouvent des gouttes d'eau et des tensioactifs. Donc au lieu d'avoir la tête hydrophile comme ça qui sera à l'extérieur de la goutte, et bien la tête hydrophile sera à l'intérieur et les queues hydrophobes et donc lipophiles seront elles à l'extérieur. Donc ici ça donnera ça. Donc là on a une gouttelette d'eau qui est entourée par les têtes hydrophiles et les queues hydrophobes et donc lipophiles sont dans le solvant organique, dans le solvant graisse ici. Voilà, et donc c'est ça un caractère amphiphile, c'est quand on a les deux propriétés, hydrophile et lipophile, c'est-à-dire hydrophile et hydrophobe. Puisque quand on est hydrophobe, on est lipophile, et à l'inverse, quand on est hydrophile, on est lipophobe. Phile, donc c'est avoir des affinités avec, phobe, c'est ne pas avoir d'affinité avec, au contraire, quoi. Fuir. Voilà.
Alors, donc caractère amphiphile, les ions carboxylates présents dans le savon possèdent une extrémité polaire hydrophile, donc lipophobe, et une extrémité apolaire lipophile, donc là je reviens dans la partie court. Ce sont donc des espèces amphiphiles, on dit aussi que ce sont des tensioactifs, parce qu'ils vont jouer sur ce qu'on appelle la tension superficielle. On y reviendra dans le programme de terminale plutôt. Donc ce caractère amphiphile explique les propriétés lavantes des savons. Les salissures peuvent être de nature organique, huile, graisse, ou minérale, terre, rouille, et donc en fait on aura soit des micelles comme ça, soit des micelles comme ça, en fonction du type de salissure qu'on a. Donc, parce que là, terre rouille, c'est plutôt constitué par des ions, donc, donc ce sera hydrophile, alors que huile, graisse, et ben, là c'est hydrophobe. Donc là c'est plutôt la queue qui va rentrer en contact avec l'huile et la graisse, et c'est plutôt la tête qui va rentrer en contact avec la terre et la rouille. Les ions carboxylates interagissent avec celles-ci soit par leur extrémité lipophile, soit par leur extrémité hydrophile. Et ils se regroupent sous forme de paquets qu'on appelle les micelles. Donc là vous avez un exemple de micelle ici. Donc là d'abord ça entoure et puis ensuite quand ça se détache comme ça se referme et puis c'est évacué par les eaux de rinçage. Voilà. Alors pour mardi prochain, ce que vous avez à faire, donc ce sera évidemment marqué sur le NT, mais ce que vous allez avoir à faire c'est une activité du livre, l'activité 1 page 152 qui va permettre d'introduire le chapitre 12 qu'on commencera à traiter mardi. Jeudi, vous aurez un TP sur ce chapitre 12, sur la structure des entités organiques. On va faire de la nomenclature. Essayez de joindre tous vos camarades parce que tout le monde ne m'a pas répondu sur l'ENT. J'espère que tout le monde arrive bien à voir les messages et à accéder à l'ENT et à voir les vidéos et puis les documents, les PDF que vous avez. Sinon, sachez que le lycée peut prêter des ordinateurs s'il y avait des difficultés pour accéder à ces outils. Normalement, les serveurs de la région devraient être des serveurs ont été rachetés par la région et normalement l'accès à l'ENT devrait s'améliorer progressivement à partir de mercredi. Voilà ce qu'on nous a dit. Bon courage, bon travail et à mardi.